Le nouveau gouvernement français sera dévoilé en fin d'après-midi. En attendant, les consultations se poursuivent. Manuel Valls a déjeuné tout à l'heure avec François Hollande à l'Elysée. L'occasion de faire le point sur la nouvelle équipe à venir. Un gouvernement dont déjà de cohérence. Une seule ligne devra désormais prévaloir, notamment sur les questions économiques. L'autre temps fort, c'est cette poignée de main qui a eu lieu tout à l'heure à Minsk. Salutations entre Petro Porochenko et Vladimir Poutine. On ignore toujours si les deux présidents participeront ou non à une réunion bilatérale. Le président russe reste ferme. Il menace Kiev de sanctions économiques si le fameux accord de coopération était signé avec l'Union européenne. Et puis cette entente inespérée qui aurait été trouvée au Proche-Orient, le Hamas annonce qu'un accord de cessez-le-feu à long terme a été conclu, une victoire que revendique le mouvement islamiste. L'annonce n'est pas encore confirmée par Israël, une déclaration doit avoir lieu en Égypte incessamment sous peu. Vous regardez France 24, bienvenue dans ce journal. Après 50 jours d'hostilité au Proche-Orient, une entente aurait donc été trouvée. Le Hamas annonce qu'un accord de cessez-le-feu à long terme, et c'est toute la nuance, a été conclu. Une victoire que revendique le parti islamiste. L'annonce n'est pas encore confirmée de façon officielle, pas confirmée notamment par Israël. Une déclaration doit avoir lieu, nous dit un porte-parole du Hamas, de façon assez imminente, en Égypte où ont eu lieu les négociations. Virginie Hertz, bonjour. Vous suivez pour nous ce dossier. On attend évidemment d'en savoir plus. Cette confirmation officielle qui devrait arriver de façon assez imminente. Mais déjà, un porte-parole du Hamas a livré quelques détails sur l'accord en question. Oui, un porte-parole du Hamas à Gaza. Donc il y aurait un accord sur un cessez-le-feu, sur une levée partielle du blocus à Gaza qui est en place depuis 2006. Et vous savez que c'était l'une des principales revendications du Hamas. Ça voudrait dire qu'immédiatement, à partir du moment où effectivement ce cessez-le-feu va être officialisé, des points de passage, notamment entre Gaza et l'Égypte, devraient être ouverts. Il y aurait aussi ensuite, dans un deuxième temps, des négociations qui vont se mettre en place pour une levée un peu plus importante de ce blocus, notamment à travers la réouverture de l'aéroport de Gaza, peut-être de la construction d'un port ou encore de l'élargissement des zones de pêche. Tout ça faisait partie effectivement des revendications du Gaza. Mais attention, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. C'est le président palestinien Mahmoud Abbas qui devrait faire une annonce plus officielle en ce sens vers 18h, heure française en principe. Voilà, heure de Paris, effectivement. Un accord après 50 jours de violence, plus de 2000 morts côté palestinien, 67 côté israélien. S'il était confirmé cet accord, ça signifierait quoi? Ça signifierait que les deux camps finalement ont réussi à s'entendre et qu'en interne, au niveau palestinien, surtout, on a réussi aussi à accepter certains points qui n'étaient pas jusqu'ici. Oui, et ça veut dire que cette entente interpalestinienne, ce gouvernement d'unité qui avait été scellé juste avant le déclenchement de la guerre, finalement tient. Ça veut dire que les différentes factions palestiniennes, à savoir notamment le Fatah, le Hamas et aussi le djihad islamique, ont trouvé un accord, que leur union tient toujours, et c'est ça finalement qui aurait permis d'aboutir à un cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est pas un hasard si effectivement la confirmation de ce cessez-le-feu va se faire par le président Mahmoud Abbas tout à l'heure au Caire. Donc ce serait effectivement une annonce symbolique. À 18h heure française, nous dit-on, cette intervention de Mahmoud Abbas. Une question peut-être sur les nombreux médiateurs qui ont œuvré dans le sens de ces négociations, des négociations qui durent depuis des semaines déjà. On a beaucoup parlé du Qatar et de l'Égypte qui auraient, semble-t-il, joué un rôle prépondérant. Oui, absolument. D'ailleurs, le négociateur palestinien a depuis 48 heures voyagé beaucoup entre Doha, Le Caire et Gaza. Effectivement, l'Égypte a joué un rôle important, malgré les difficultés d'origine qui sont que l'Égypte du général Al-Sisi sont contre les frères musulmans, sont contre le Hamas et a priori ne pouvaient pas jouer le rôle de médiateur, mais finalement pas mal de négociations se sont passées là-bas, et évidemment aussi le Qatar, Doha, qui accueille en exil un des chefs du Hamas. Et d'ailleurs, Mahmoud Abbas s'est rendu sur place. Il y a passé 48 heures et des tractations se sont faites finalement entre ces trois endroits. Donc ce serait effectivement le Qatar et l'Égypte qui auraient œuvré pour cet accord de cessez-le-feu qui doit être confirmé dans les heures qui viennent.
Merci beaucoup Virginia, on y reviendra effectivement dans le courant de cet après-midi. Dans le reste de l'actualité internationale, il y a aussi Manuel Valls qui peaufine, et oui, toujours la composition de son équipe. Un gouvernement délicat à former, tant les équilibres politiques à gauche semblent aujourd'hui ébranlés, mais François Hollande a d'ores et déjà insisté sur un fait. Il faudra à la fois de la clarté sur les comportements comme sur la ligne équipe qui devrait être dévoilée en fin d'après-midi. Clovis Casali. L'Élysée vient de nous en informer. L'annonce du gouvernement sera donnée en fin d'après-midi. À 13h, Manuel Valls, le Premier ministre, a déjeuné avec le président de la République, François Hollande. Ce déjeuner s'est prolongé par une réunion de travail pour discuter de l'action gouvernementale. Alors bien sûr, tout le monde se pose la question, qui va faire partie de ce gouvernement Valls 2 ? Il y a des sortants, bien évidemment, pour sûr. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Aurélie Filippetti vont quitter le gouvernement. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, proche du clan Montebourg, devrait rester. C'est ce que son entourage a confié. Et Manuel Valls, en tout cas son entourage, a déclaré que Manuel Valls veut une armée. Comprenez, des soldats qui seront motivés, solidaires du chef, et un gouvernement composé de ténors. Et c'est pourquoi certains noms sont avancés, notamment celui de Gérard Collomb, maire de Lyon, qui pourrait faire son entrée au gouvernement, et peut-être même Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, mais il faudra un poste prestigieux véritablement pour le faire sortir de sa retraite. Les poids lourds du gouvernement comme Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, ou Jean-Yves Le Drian à la Défense vont rester, c'est sûr. Michel Sapin, lui, devrait hériter d'un super ministère, celui de l'économie. Et si les tractations ont duré peut-être plus longtemps que prévu, ou si les discussions se sont prolongées, c'est peut-être à cause des radicaux de gauche et de leur chef, Jean-Michel Bailey, qui souhaiterait un ministère de poids pour lui et pour son parti, le PRG, qui avance qu'ils ont toujours été solidaires du gouvernement, qu'ils ont toujours été derrière François Hollande, et donc qu'ils souhaitent être récompensés. Et puis on sait également que la participation ou non des écologistes à cette équipe fait toujours débat. Des Verts qui semble-t-il s'interrogent, hésitent toujours. Absolument, et c'est très simple. Il y a deux camps chez Europe Écologie Les Verts. Ceux qui sont du côté de Duflot et de l'aile gauche du parti, qui ne souhaitent pas participer à ce gouvernement, et d'autres, des électrons libres, certains ténors à l'image de Jean-Vincent Placé ou Barbara Pompili, qui militent depuis longtemps pour entrer au gouvernement et qui donc pourraient entrer dans ce nouveau gouvernement Valls 2. Mais voilà, le bureau politique des écologistes s'est réuni hier, a dit non, il ne faut pas participer à ce gouvernement. Et donc, si des personnalités à l'image de Placé ou Pompili viennent à rejoindre Manuel Valls dans cette nouvelle aventure, eh bien, ils pourraient être suspendus, voire exclus du parti. Et donc, c'est peut-être une crise qui va se produire chez Europe Écologie Les Verts. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le Parti socialiste. Une nouvelle équipe, et ça c'est certain, qui se mettra dès demain au travail avec un premier conseil des ministres. Et il ne faut pas s'attendre à un changement de cap sur les questions économiques. Une seule ligne devra désormais prévaloir au sein du gouvernement. Alors quels sont juste les enjeux qui attendent le futur locataire de Bercy et remplaçant d'Arnaud Montebourg? Élément de réponse tout de suite avec Marc Pope. Garder le cap, voilà l'impératif imposé au prochain ministre de l'économie de Manuel Valls. Le futur pensionnaire de Bercy pourra ainsi s'appuyer sur les décisions déjà prises, au premier rang desquelles le pacte de responsabilité qui doit encore être mis en place. Il s'agissait d'une des promesses de François Hollande. Je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Le programme du prochain ministre devra donc s'inscrire dans le projet de 50 milliards d'euros d'économies annoncé par le gouvernement. Mais il faudra composer avec la baisse d'impôts prévue en 2014, une réduction qui doit se chiffrer entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros et concerner près de 3 millions de ménages. Les défis économiques qui attendent le prochain gouvernement Valls sont nombreux. Premier chantier, relancer la croissance et le PIB qui stagne depuis 2 trimestres. La production industrielle a reculé de 0,5% entre mars et juin et l'investissement des entreprises de 0,8%. Et surtout, le chômage. Le pays compte 100 000 demandeurs d'emploi en plus depuis le mois de mars. Autant d'obstacles à surmonter dans ce contexte morose. La réduction du déficit à 3% d'ici 2015 semble donc s'éloigner de plus en plus. Les premières annonces devraient concerner le logement. Des mesures pour relancer la construction doivent être annoncées cette semaine.
Le sort du monde et de l'Europe se décide en ce moment même à Minsk, ton particulièrement grave tout à l'heure de Petro Poroshenko à son arrivée en Biélorussie. Malgré les tensions persistantes, le président ukrainien a salué tout à l'heure son homologue russe Vladimir Poutine. Vous le voyez, une brève poignée de main entre les deux hommes, mais on ignore toujours s'ils participeront ou non à une réunion bilatérale. Gulliver Krag. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir une réunion bilatérale? Ça, on ne sait pas encore, mais on a déjà quelques déclarations en ouverture de cette réunion à Minsk. Vladimir Poutine qui semble déterminé à mettre l'accent sur les questions économiques. Il a dit que la Russie a peur de perdre plus de 2 milliards d'euros si l'Ukraine ratifie son accord d'association avec l'Union européenne parce que, a-t-il dit, des produits européens pourraient arriver sur le marché russe déguisés en produits ukrainiens. Je pense qu'en fait, l'Union européenne s'est déjà dit prête à négocier avec la Russie pour mettre en place des mesures nécessaires pour empêcher que ce genre de scénario se produise. Néanmoins, le président russe menace des mesures économiques fortes contre l'Ukraine si l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne entre en vigueur. Il semblait toujours ne pas vouloir reconnaître que, hors des mesures économiques contre l'Ukraine, la Russie est en réalité en train de prendre des mesures militaires contre l'Ukraine, ce que l'Ukraine a visiblement démontré avec la vidéo de ces 10 soldats russes arrêtés en territoire ukrainien. Vladimir Poutine s'est limité à dire qu'il ne faut pas escaler ce conflit, que ce qu'il faut, c'est une désescalade, alors que l'Ukraine accuse la Russie de faire exactement le contraire. Ce regain de violence en Irak alors qu'un gouvernement est toujours en cours de formation. Ce matin, au moins 15 personnes ont été tuées, 37 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée. Cela s'est passé au beau milieu d'un carrefour bondé à l'est de la capitale. La ville, la veille, c'est une mosquée chiite qui était visée dans le même secteur. L'attaque avait fait 11 morts et 32 blessés. Après les mots, Damas passe à l'action. L'armée de l'air syrienne qui a effectué ce mardi une dizaine de raids sur des positions de l'organisation de l'État islamique. C'est la première fois que le régime frappe ainsi la région de Deir ez-Zor. La veille, le gouvernement syrien avait exprimé sa volonté de coopérer avec la communauté internationale, y compris avec Washington. Florence Gaillard. Dilemme à la Maison-Blanche dans sa lutte contre l'organisation de l'État islamique. Après plus de 90 frappes en Irak, Washington envisage d'étendre ses raids en Syrie. Une action qui aiderait de facto le régime de Bachar al-Assad. Le président n'a pas encore pris de décision concernant une éventuelle action militaire en Syrie. Les États-Unis ne comptent pas aider le régime de Bachar el-Assad. Le régime s'est pourtant engouffré dans la brèche. Il se dit prêt à travailler avec d'autres pays contre le terrorisme, mais rappelle que toute frappe extérieure contre les djihadistes sur son sol serait considérée comme une agression. Nous sommes prêts à coopérer et coordonner avec les pays voisins et la communauté internationale la lutte contre le terrorisme à la suite des résolutions du Conseil de sécurité. Même les États-Unis? Nous accueillons tout le monde. Il y a un an, Barack Obama menaçait de frapper le régime de Damas, accusé d'attaque à l'arme chimique dans la lutte qu'il oppose aux rebelles syriens. Mais l'opération n'a jamais eu lieu. Depuis, les combattants de l'État islamique font régner la terreur en Irak et dans le nord de la Syrie. La semaine dernière, les djihadistes ont décapité un journaliste américain. Ils menacent d'en exécuter un deuxième si les frappes américaines se poursuivent. Et puis vous avez peut-être suivi hier soir la 66e cérémonie des Emmy Awards qui avait lieu à Los Angeles. Il s'agit de l'équivalent des Oscars pour la télévision. Et oui, les séries ont toujours la cote et notamment Breaking Bad, grand gagnant pour la deuxième année de suite. L'indétrônable série repart avec 5 statuettes. Ketevan Gorgestani. Breaking Bad. Une récompense en forme d'adieu à l'une des séries les plus originales de ces dernières années. Pour sa 5e et dernière saison, Breaking Bad rafle 5 récompenses. Son acteur phare, Bryan Cranston, lui, remporte sa 4e statuette pour son rôle de prof de chimie, devenu trafiquant de drogue. J'aime vraiment être acteur. C'est une passion et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Je peux juste dire que je suis très reconnaissant pour tout ce qui m'arrive. Je suis reconnaissant à l'Académie pour cette belle récompense.
Autre grand gagnant de la soirée, cette fois côté comédie, Modern Family est récompensé pour la 5e fois consécutive, égalant ainsi le record de la sitcom Frasier. Grosse déception en revanche pour des séries plébiscitées par le public et la critique comme House of Cards et Orange is the New Black. Malgré ses 19 nominations, Game of Thrones repart quasi bredouille avec une récompense mineure. Mais la 66e cérémonie des Emmy Awards a surtout été marquée par l'hommage émouvant de Billy Crystal à Robin Williams, décédé il y a 2 semaines. Pendant près de 40 ans, il était l'étoile la plus brillante de la galaxie comique. Même si certains de nos êtres les plus rayonnants se sont éteints, que leur énergie s'est envolée, qu'ils flottent dans un paradis très loin de nous, par miracle, leur magnifique lumière continuera de nous illuminer pour toujours. You're not afraid, are you? No. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.